Je vais démarrer ce webinaire. Merci à tous de votre présence. On va pouvoir regarder l'ordre du jour le programme de ce webinaire. Donc, on va faire une introduction pour vous expliquer un peu le contexte. Ensuite, on aura la présentation du schéma directeur France par Manergie, Colline Huard, les modèles juridiques des réseaux de chaleur qui seront abordés par Quentin Bulot d'Amorce. On aura également le témoignage de la communauté de communes du Trièves dans la personne de Jérôme Fauconnier. Ensuite, je vous présenterai un outil qui s'appelle Terristory qui permet de visualiser des opportunités de réseau de chaleur sur vos territoires en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, Quentin Bulot reprendra la parole pour une intervention sur l'accompagnement que réalise Amorce sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et un peu partout en France avec le CEREMA pour vous aider à avancer sur vos projets de réseau de chaleur. Et puis, Lorraine Dagalier vous présentera le Fonds Chaleur, donc l'outil de financement qui permet de trouver un modèle économique intéressant pour les collectivités ou même les réseaux privés. De toute façon, vous verrez les différents modèles possibles. Et je finirai par une petite conclusion. Je vais d'abord laisser la parole à Lorraine pour qu'elle puisse nous expliquer un petit peu le contexte dans lequel on se trouve et de réexpliquer un peu le sujet des réseaux de chaleur dans ce contexte. Merci Nicolas. Oui, en effet, donc merci pour l'introduction. Là, mon rôle, c'est vraiment en 3 minutes. Tu disais, Nicolas, on va faire un marathon des réseaux de chaleur et c'est d'embarquer tout le monde dans le marathon. Donc merci à tous les participants au webinaire d'être présents. Je crois que vous allez être très nombreux. Donc moi, j'interviens donc pour l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, et en un mot, je travaille donc comme ingénieure transition énergétique. Et donc là, mon rôle, ça va être d'expliquer un peu aussi pourquoi on va parler de réseau de chaleur. Donc je vais partir d'un peu plus loin. Voilà, aujourd'hui, on a besoin de développer les énergies renouvelables. La part d'énergie renouvelable, donc quand on parle de toutes énergies confondues en France, là, on est à un peu plus de 19%, enfin en 2021. Nos objectifs, rien que pour 2020, c'était 23%, pour 2030, 33%. Donc, on a de quoi faire. On est même plutôt en retard si on regarde juste au niveau national sur toutes les énergies. Maintenant, si on se demande cette énergie, à quels usages on l'utilise et sous quel vecteur ensuite. Donc, à quels usages les usages de l'énergie, c'est quoi? C'est la chaleur, la mobilité, les transports du coup, et l'électricité spécifique. Bon, j'ai pas fait un sondage, mais si on se demande comment ça se répartit, tous ces usages, en fait, on se rend compte qu'au niveau national et dans les territoires, c'est à peu près les mêmes ratios. On a la chaleur qui en fait représente environ 50% de nos usages, donc près de la moitié de nos usages d'énergie, c'est pour la chaleur, le chauffage des bâtiments ou le chauffage de certains process industriels. Donc c'est devant la mobilité et les transports qui vont être à peu près 30%, un peu plus de 30%, et l'électricité spécifique, donc tout ce qui va être éclairage, numérique, process qui ont besoin d'électricité pour fonctionner, qui vont être un peu plus de 20% de nos usages. Donc c'est pour ça que déjà on resserre aujourd'hui le sujet énergétique sur le sujet chaleur, puisque c'est en fait le premier usage d'énergie dans les territoires. On va zoomer encore un petit peu plus. Du coup, la chaleur, on va se demander sous quel vecteur on peut l'apporter dans les bâtiments. Donc, la chaleur, elle peut être produite à partir de gaz, principalement fossile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 0,5% du gaz consommé en France qui est du biogaz. Il y a du fioul, donc fossile, de l'électricité. L'électricité, donc on a environ 25% de renouvelables dans le mix électrique aujourd'hui. Ça progresse, notamment avec l'éolien, le photovoltaïque. Mais donc, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et puis, il y a une grande famille qui est la chaleur renouvelable. Donc, la chaleur renouvelable, on peut la produire soit sur site au niveau de chaque bâtiment, soit l'amener par réseau. Déjà, avant de parler des réseaux,
qui sera mon dernier focus. La chaleur renouvelable sur site, c'est quoi? C'est, de la biomasse, du pot énergie, la géothermie, du solaire thermique, j'ai dit chaleur renouvelable pour faire rapide, mais en fait, c'est la chaleur renouvelable et de récupération. Donc, en fait, on peut récupérer de la chaleur qui serait perdue sinon, au niveau de certaines industries, dans des data centers, sur certains services publics comme des stations d'épuration. Et du coup, là, c'est une chaleur qui est vraiment très, très intéressante. Et donc, j'en viens au sujet du jour. Donc, le concept du réseau de chaleur, c'est le fait d'aller valoriser la chaleur renouvelable et de récupération principalement, à l'échelle de plusieurs bâtiments, donc d'un quartier, d'une commune, voire de plusieurs communes. D'aller chauffer, de manière centralisée, de l'eau, au moyen de ces énergies renouvelables et de récupération, pour ensuite la faire circuler dans des tuyaux et puis, pouvoir aller apporter, ces calories, vertes, au niveau de chaque bâtiment. Donc voilà, on va aujourd'hui, grâce à nos différentes, interventions, détailler, un peu plus, ce concept du réseau de chaleur. Voilà, le taux d'énergie renouvelable, dans les réseaux, en moyenne, il est à 62, mais je laisserai, voilà, l'intervention suivante et puis les interventions suivantes, vous en parler plus en détail. Mais ce qu'il faut retenir, voilà, c'est qu'il y a vraiment des énergies, renouvelables et de récupération différentes qui sont disponibles et adaptées à chaque territoire et que le réseau de chaleur, c'est un bon moyen de les apporter et de les valoriser. Donc voilà, les grands intérêts, finalement, pour revenir, sur les réseaux de chaleur, pourquoi on fait ça aujourd'hui, pourquoi on en parle, et pourquoi, on y travaille, c'est que c'est bon, pour les emplois locaux, pour l'indépendance énergétique des territoires, du coup, forcément pour la facture des abonnés derrière et bien sûr, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, comme j'ai dépassé les 3 minutes, je laisse la parole, hem aux intervenants suivants, donc à Colline Huard, de Manergie pour vous présenter un peu, le schéma directeur qui a été fait sur ce sujet au Oui, niveau national. merci Lorraine. Effectivement, comme vous l'avez pu le voir, on organise ce webinaire avec Énergie Commune, qui est un groupement d'entreprises engagé dans le développement des réseaux de chaleur, dont Manergie fait partie, et avec le soutien de l'ADEME et puis du projet européen RSDHC, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc du coup, maintenant, je laisse la parole à Colline Huard, qui va peut-être vous présenter rapidement qui est Manergie et comment atteindre les objectifs nationaux. Ça, c'est le cœur du sujet. Merci à toi, Colline. Merci Nicolas. En effet, 2 mots, comme l'a dit Nicolas, on a monté un groupement avec Danfoss et Logstor, un pool d'expertise, composé de Manergie, Danfoss et Logstor, pour essayer d'accompagner encore plus les territoires dans cette réflexion qui mène à la création de réseaux de chaleur sur des petites collectivités, donc de moins de 15 000 habitants. On a déjà réalisé un premier webinaire en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et le but, c'est de continuer dans cette dynamique pour essayer d'aider au mieux les collectivités. Pour cela, en fait, ce pool d'expertise, il s'inspire du schéma directeur France qui a été réalisé non pas du coup par Énergie Commune, mais bien par Manergie et via Seva, donc l'association que nombreux d'entre vous connaissent déjà, je pense, qui accompagne justement la communication et qui a pour objectif de mieux faire connaître les réseaux de chaleur. Et nous, on s'est occupé vraiment de la partie technique. Cette étude, elle a été réalisée en partenariat avec la FEDEN et le SNCU. Le but étant de se faire inspirer, d'être inspiré aussi par les opérateurs de réseaux de chaleur qui possèdent pas mal d'expertise et soutenu par l'ADEME au niveau national. Donc cette étude, elle avait pour objectif, comme le dit le titre, de définir quels sont les réseaux de chaleur à créer pour atteindre les objectifs nationaux. En effet, jusqu'à maintenant, et alors je parle encore de la PPE 2030, celle de 2033, on en parlera peut-être dans un prochain webinaire, mais en tout cas pour la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie qui était qui définissait des objectifs pour 2030, on avait un objectif dans la filière réseau de chaleur qui était de 39,5 TWh d'énergie renouvelable sur les réseaux de chaleur.
Aujourd'hui, cette valeur, on n'avait pas de feuille de route nationale qui nous permet de nous dire quels sont les réseaux de chaleur à créer pour atteindre ces objectifs. Et c'est vrai qu'on a eu envie d'inverser un petit peu la question qu'on se pose régulièrement, qui est d'habitude une collectivité qui se pose la question, est-ce qu'il est opportun de créer un réseau de chaleur sur une zone ou une collectivité, à plutôt se dire quel est le déploiement des réseaux qui permettront d'atteindre cet objectif. D'où la volonté de Manergie et Viaceva de réaliser une étude nationale pour avoir cette vision justement un peu nationale, mais aussi par collectivité. La méthode qu'on a employée, alors chez Manergie, c'est vrai que d'ailleurs, je vais revenir, je n'ai pas du tout présenté Manergie. Manergie, c'est un groupe de bureaux d'études ou de sociétés d'ingénierie et de conseil qui accompagnent, entre autres, les territoires dans la transition énergétique. Donc, on travaille beaucoup sur tous les sujets d'énergie renouvelable auprès des territoires. Je ne vous développe pas, on travaille également avec des industries et des gestionnaires de patrimoine sur l'ensemble des sujets également de la transition énergétique. Mais en tout cas, sur les sujets réseau de chaleur, c'est bien notre pôle territoire qui accompagne donc, tous les territoires sur ces sujets-là. Pour donner un exemple, on accompagne 16 des 21 métropoles françaises, donc on est très présent sur les grandes métropoles et de plus en plus sur l'ensemble des collectivités de toute taille qui permettent le développement de réseaux de chaleur. Et donc, via cette expertise qu'on connaît bien en termes de réseau de chaleur, vu que c'est un peu notre corps de métier historique, on s'est dit, finalement, on sait faire des réseaux de chaleur sur des grandes métropoles, avec beaucoup de traitement de données. Pourquoi pas essayer de faire quelque chose au niveau national. Et pour ça, j'aime bien utiliser un mot un peu savant, c'est du machine learning. En fait, on a embauché un data scientist au sein de Manergie pour traiter de la data publique. Et on s'est dit que via toutes les données publiques mises à disposition, on était en mesure finalement de créer un modèle prédictif qui permet de dire quels sont les réseaux de chaleur et à quelle taille on peut faire par collectivité. Typiquement, si je donne un exemple, on va sur une collectivité qui possède déjà un réseau de chaleur, on va regarder quelles sont ces données publiques, les données publiques qui caractérisent son territoire. On va regarder la population, la densité de population. On a des proportions de résidences qui sont alimentées électriquement ou en collectif. Et toutes ces données-là, on s'en sert, on les met dans un modèle et finalement, on considère, en tout cas le modèle considère que sur une ville avec des caractéristiques de données publiques équivalentes, on devrait être en mesure de sortir un réseau de chaleur équivalent. C'est important, ce qui est important de se rendre compte là-dessus, c'est que ça signifie qu'on copie les réseaux de chaleur tels qu'ils sont faits aujourd'hui. On ne va pas plus loin finalement que faire simplement ce qu'on sait déjà très bien faire depuis 30-40 ans et encore bien plus. Et ça, l'avantage, c'est qu'on a créé ce modèle-là sur une quantité de réseaux de chaleur, mais aussi on a pu le vérifier avec toutes les études qu'on a en cours au sein du groupe pour aller regarder si de la prospection réelle, si une étude de faisabilité allait donner des résultats finalement assez proches de l'étude. Et aujourd'hui, alors c'était peut-être moins le cas au début de l'étude, aujourd'hui je suis très confiante de vous dire les résultats que l'étude montre. On a eu plein de cas où finalement ça a assez vérifié avec, attention, un gros point de vigilance, on est sur du traitement de data, ça ne prend pas en compte le contexte local de la ville, de la collectivité. Il y a plein de raisons que finalement les résultats varient un petit peu quand même par rapport à la tendance, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous donne des valeurs, encore une fois, de quantité de chaleur par réseau de chaleur qui pourrait être créé sur une collectivité. Et ces valeurs, elles poussent à aller étudier une opportunité ou non. Disons que si on a une valeur inférieure à 1 ou 2 gigas, l'opportunité est vraiment moins certaine. Alors que si vous avez une collectivité où vous avez typiquement 5 à 8 gigawattheures déjà identifiés à mettre en œuvre sur votre collectivité ou plus, ça signifie qu'il y a vraiment intérêt à aller creuser la faisabilité de création de réseaux de chaleur. Donc, en termes d'hypothèse sur les données qu'on a utilisées, il faut avoir conscience qu'on est pour atteindre les 39,5 TWh, parce que là, on parle d'hypothèses qui permettent d'atteindre les objectifs. Quels sont les réseaux qu'il faut créer? On s'est basé sur les données de 2019.
bon, je sais qu'on est en 2023, mais le temps de réaliser l'étude et d'en parler, on était sur les données 2019, donc bien évidemment, il y a eu des améliorations depuis. On visait un taux d'ENR global des réseaux de chaleur de 70%. On s'y approche de plus en plus, on n'y est pas encore, mais ça signifie qu'il y a vraiment du verdissement à faire sur les réseaux existants, parce que moins ces réseaux existants vont être verdis, et plus il va aller falloir chercher de l'ENR sur des nouveaux réseaux. Et on imagine aussi que les réseaux à créer auront des taux d'ENR de 80% minimum. Ça aussi, plus on va baisser ce taux d'ENR-là par réseau, et plus il va en falloir en créer un grand nombre. Ce qui est intéressant, alors ça, c'est non pas une hypothèse, mais plutôt une donnée résultante des résultats, c'est que la taille moyenne des villes qui sont concernées, sur lesquelles on estime pouvoir mettre en place un réseau de chaleur. Et en fait, on a beaucoup de villes, finalement, de moins de 15 000 habitants. On voit que typiquement, on a 30 000. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai plus en tête comment, mais en moyenne, on a 95% des réseaux de chaleur à créer qui sont sur des villes de moins de 15 000 habitants. Donc, on a vraiment un très grand nombre de petites villes qui sont concernées, et c'est tout l'important de ces webinaires et de l'ensemble des résultats de cette étude, c'est de dire qu'il y a un gros effort à faire sur les collectivités de plus petite taille. Et d'ailleurs, je remercie l'ADEME d'avoir un peu pris en compte les résultats de cette étude pour la mise en place de l'AAP, projet Une ville, un réseau, qui justement encourage ces réseaux de chaleur de petite taille. Je sais que cet AAP, il n'est pas en cours sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, du fait qu'il y a déjà une dynamique très forte via les contrats de chaleur renouvelable, etc. Mais c'est pour dire que c'est cette dynamique-là, via les résultats de cette étude, qui montre que les plus petites collectivités sont fortement concernées. Donc, le but de cette étude, il était double. Le premier, c'était de mettre en place une plateforme qui permet finalement à tout à chacun d'aller regarder sur sa collectivité quel est le résultat que l'étude fournit. Donc, cette plateforme, elle est en ligne, elle s'appelle réseaudechaleur2030.fr. Donc, je vous encourage tous à aller regarder le résultat sur votre commune, sachant que tous les résultats ici, encore une fois, ils peuvent forcément varier en fonction du contexte local, mais il y a vraiment un intérêt à aller voir potentiellement l'opportunité de création quand on a aussi, et je n'ai pas trop insisté là-dessus, là il y a toutes les créations de réseaux, mais on a aussi tous les développements possibles sur les réseaux existants. Donc typiquement, si une ville a un réseau de 15 gigawattheures, mais qu'on estime qu'elle peut l'étendre à 30 par exemple, via encore une fois ce traitement de données, on intègre dans le modèle cette extension possible selon les données. Donc ça, c'était le premier résultat. Et donc, le deuxième résultat, c'est cette scénarisation qui avait plus pour objectif d'alimenter les réflexions au niveau national avec la DGEC et tous les échanges qu'il y a en cours sur la prochaine PPE. Bien sûr avec l'ADEME pour l'augmentation du fonds chaleur et l'ensemble des travaux en cours au niveau du ministère. Donc nous, on a fait cette scénarisation pour estimer quel est le nombre de réseaux du coup à créer pour atteindre ces 39,5 TWh. Donc on a regardé d'abord les extensions et densification de réseaux existants. On estime qu'il y a 261 réseaux de chaleur existants sur lesquels on pourrait faire des extensions de réseaux qui pourraient permettre de gagner 9,1 TWh d'énergie renouvelable en France. Donc ça, c'est un gros travail à faire aussi sur les réseaux existants. Il n'y a pas que les villes qui ne possèdent pas de réseau qui doivent s'atteler au sujet. Et ensuite, il y a les sujets de création de réseaux de chaleur. Et là, on estime qu'il faut à peu près 1337. Alors, je dis à peu près, mais le chiffre est précis, mais ça, c'est à partir du moment où on fait des maths, on est toujours sur des chiffres avec des virgules, etc. Mais en gros, voilà, 1300 réseaux à peu près à créer qui permettraient de livrer, s'ils sont à 80% d'ENR, 13 TWh d'ENR en France. Et donc, la somme des deux qui permettrait d'atteindre les 39,5 TWh. Je ne décris pas toutes les parties de ce tableau. S'il y en a qui ont des questions, ils pourront me demander à la fin. Avoir quelques grandeurs, c'est intéressant. Bon, celles-ci, je vous les ai déjà données. Si on passe à la slide d'après, c'est quelques grandeurs qui permettent un petit peu... C'est vrai qu'en premier lieu, la filière s'est un peu posé la question, OK, 1300 réseaux d'ici 2030, bon, ça va être chaud et pas sûr qu'on y arrive.
En parallèle, on a quand même une filière très dynamique avec beaucoup d'évolutions en cours, un gros travail qui est fait sur le recrutement, hein, qui est aussi un sujet important pour permettre de mettre en place tous ces réseaux de chaleur. Et pour un petit peu dédramatiser les résultats, on sort quelques grandeurs, c'est le nombre de réseaux par département et par an, de se dire que finalement, si on sort 2 réseaux par an sur 8 ans, on serait en mesure de sortir les 1300 réseaux. Donc ça permet de se dire: «Allez, si tout le monde s'y met, on est quand même en mesure de le faire». Ça permet aussi de dire: «C'est combien de tonnes de CO2 évitées?» C'est 5,4. Je vous laisse comparer à plein d'autres objectifs d'autres filières, les tonnes de CO2 évitées. Je peux vous assurer que là, on a un objectif qui dépasse beaucoup d'autres filières. Et le dernier, c'est l'importation d'énergies fossiles évitées. Alors là, on est sur un prix du gaz moyen 2021. Je sais que le contexte peut fortement varier, mais est-ce que la France a envie d'importer 1 milliard d'euros de gaz via des pays étrangers, ou est-ce qu'elle souhaite investir, alors via le fonds chaleur et via plein d'autres mécanismes, sur la création de ces réseaux de chaleur-là? Parce que j'avais prévu une dernière slide justement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si on sort les données de livraison de chaleur en 2021, de l'enquête SNCU, on est à peu près à 3,8 gigawattheures d'énergie livrée par les réseaux de chaleur existants, avec 189 réseaux. On peut déjà le dire que c'est une région très dynamique. Pour avoir fait l'exercice dans quelques autres régions, on n'avait pas ces résultats. Donc, il y a déjà beaucoup de projets en cours sur le territoire. Pour autant, si on extrait de la plateforme, alors en comparaison avec 2019, alors il y a un petit, il y aura un petit travail à refaire entre 2019 et 2021, mais on aurait environ 3 700 gigawattheures à créer, sur des réseaux à créer, et environ 1 800 gigawattheures sur des réseaux à étendre. Avec un nombre que je n'ai plus en tête, j'aurais dû noter, mais assez important. C'est pour dire qu'il y a quasiment possibilité, enfin même plus, de doubler les réseaux actuels en région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors peut-être non pas par des gros réseaux qui ont pour la plupart sont déjà sortis, mais encore une fois en se concentrant beaucoup sur les plus petites collectivités qui souvent ne se sentent pas concernées par le sujet, alors que réellement elles le sont, et c'est elles qui vont être les acteurs de demain, quoi. Merci Colline pour ton éclaircissement sur les objectifs de notre territoire qu'on reprend à notre compte, hein, et on organise ce type d'événement afin de communiquer sur ces enjeux-là. Je vous propose de poser vos questions dans le chat et puis de laisser la parole tout de suite à Quentin, et puis qu'on revienne sur les questions après l'intervention de Quentin, dans le but d'être le plus fluide possible et de maintenir le timing qu'on s'est fixé. Merci Nicolas, bonjour à tous. Donc moi c'est Quentin Bulot, je suis chargé de mission réseau de chaleur et achat d'énergie au sein de l'association Amorce. Et sur la slide d'après, je vous présente très rapidement qu'est-ce que l'association Amorce. Donc nous sommes une association avec un peu plus de 1000 adhérents, dont 2 tiers sont des collectivités territoriales de tout type, hein, de la région jusqu'à la commune, en passant par les EPCI différentes, etc. Et le tiers restant, c'est des professionnels des différents secteurs sur lesquels on intervient. Et donc, notre rôle est d'accompagner les collectivités territoriales dans l'exercice de leurs compétences en lien avec le traitement des déchets, la transition énergétique et la gestion de l'eau. Également, une 4e compétence qu'on a développée récemment sur la question de la propreté. Et nous avons un pôle juridique qui aussi est en soutien voilà, de manière transversale sur toutes ces thématiques. Et on axe nos services, on axe nos services sur de l'expertise auprès de nos adhérents. On met en réseau aussi nos adhérents grâce à des forums de discussion, des événements. Et on a un 3e axe qui est lié à une partie un peu lobby, défense des intérêts de nos adhérents. Pour ne citer qu'un des combats qu'on a pu gagner, ce serait la TVA réduite à 5,5 pour les réseaux de chaleur, justement. C'était un combat mené par Amorce il y a quelques années maintenant et qu'on a gagné. Voilà pour faire une présentation très succincte d'Amorce. Et donc, on va parler d'éléments juridiques, même si je ne suis pas juriste de profession, mais ici, on va être sur des fondamentaux que je peux vous présenter. Et donc, quand on développe un réseau de chaleur, plusieurs questions vont devoir se poser.
sur ce plan juridique. La première va être évidemment qui porte la compétence. En tant que collectivité territoriale, il faut que vous sachiez si vous avez la compétence pour développer un réseau de chaleur public. Par défaut, cette compétence, elle est aux communes. Elle va être transférée obligatoirement dans le cas où on est dans une communauté urbaine ou une métropole. Ça va être la flèche rouge que vous voyez en haut à gauche. Alors avec 2 exceptions, mais voilà, on ne va pas s'attarder dessus, mais pour la métropole de Paris et de Aix-Marseille, on a une exception, mais sinon la compétence est automatiquement transférée à cette EPCI. Après, elle peut être transférée de manière facultative, donc ça c'est les flèches jaunes, à son EPCI, donc quand dans le cas où c'est une communauté de communes ou une communauté d'agglomération. Et la commune aussi, transférer de manière facultative sa compétence à un syndicat de communes, donc qui n'est pas à fiscalité propre. Donc c'est un regroupement de communes au sein d'un syndicat. Ou alors, elle peut transférer à un syndicat mixte qui, cette fois-ci, regroupe des communes, mais aussi, pas que des communes, justement, des EPCI ou d'autres personnes publiques. Et à noter également que la communauté, l'EPCI, si c'est une communauté de communes, une communauté d'agglomération, ou même, du coup, une communauté urbaine ou métropole, peuvent transférer aussi à un syndicat mixte en se regroupant avec les communes. À noter, alors juste, revenir en arrière, à noter que la transfert de la compétence d'une commune à une EPCI, à une interco, n'implique pas forcément qu'une commune de la même EPCI transfère également sa compétence. Voilà, c'est une petite précision. La deuxième question qu'il va falloir se poser, c'est quel est le type de réseau que vous voulez développer, puisqu'il en existe en fait 3. Et en fonction de 2 questions. La première, ça va être, est-ce qu'il y a de la vente de chaleur à un tiers? Donc, si nous sommes dans le cas où le réseau de chaleur alimente 2 bâtiments qui sont, des consommateurs qui sont qui sont le même consommateur finalement, c'est-à-dire même maître d'ouvrage, on va être dans le cas d'un réseau de chaleur technique. Un exemple, une mairie qui est reliée avec la salle des fêtes. Ce sont 2 bâtiments communaux. Si le réseau de chaleur est donc porté par la commune, on est dans le cas d'un réseau de chaleur technique. Il n'y a pas de vente de chaleur. Par contre, si on a un 3e consommateur qui est un logement, enfin un immeuble collectif ou juste un bâtiment d'une autre collectivité, on va avoir vente de chaleur, donc 2 abonnés différents. Et on va se retrouver donc, dans la partie droite de ce schéma avec une autre question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que le portage, donc, le réseau de chaleur est porté par une collectivité territoriale ou qui a la compétence, ou par un privé ou une collectivité territoriale qui n'a pas la compétence. Si c'est non, on se retrouve dans le cas d'un réseau de chaleur dit privé, et dans le cas où c'est oui, on se retrouve dans le cas d'un réseau de chaleur public, donc un service public industriel et commercial, avec tout ce que ça implique en termes d'obligations, c'est la slide juste après, puisque nous, de toute façon, on va s'intéresser surtout à ce cas de figure-là. Le but, c'est évidemment que là, les collectivités, vous preniez en main cette question de distribution et de production d'énergie sur votre territoire. Donc ça va être, la majorité des réseaux de chaleur aujourd'hui sont publics. Et donc, dans ce cas-là, on est, donc, comme je le disais, sur un service public industriel et commercial. La collectivité est autorité organisatrice de la distribution d'énergie. Et donc, quelques implications, là, comme je les ai listées, continuité de service, adaptation constante, égalité de traitement des usages et un devoir de contrôle dans le cas où on est sur des montages concessifs. Voilà. On pourra revenir si vous avez des questions sur ces différentes obligations. Mais voilà pour ça. Et ici, une dernière slide sur cette question de quel type de réseau on veut faire pour bien comprendre qui peut faire quoi. Le réseau de chaleur technique, tout le monde peut le faire. Un privé, une collectivité compétente ou une collectivité qui n'a pas la compétence. Pour le réseau de chaleur privé, ce sera, comme je l'ai dit, des personnes privées et les collectivités personnes publiques qui n'ont pas la compétence. Et enfin, le réseau de chaleur public, les collectivités qui ont la compétence. Voilà, pour être sûr que c'était bien clair.
La question d'après, une fois qu'on sait, on sait quel type de réseau, qu'on part sur un réseau de chaleur public et qu'on s'est assuré d'avoir la compétence, il y a la question du mode de gestion. Ici, on va retrouver, donc chaque colonne, c'est quatre grands types de modes de gestion. Les deux premiers, ça va être les régies, le fonctionnement en régie, et après, ce sera sur la partie de droite, la délégation de services publics. Et en fait, il y a deux questions qui vont déterminer un peu le mode de gestion qu'on choisit. La première, ça va être qui porte l'investissement. Est-ce que c'est la collectivité ou est-ce qu'elle veut que ce soit un tiers? Et la deuxième question, ça va être qui porte le risque de commercialisation de la chaleur qui est distribuée via le réseau de chaleur. Dans le cas d'une régie, en fait, on a répondu à la première question en disant que c'est la collectivité qui porte l'investissement et aussi qui prend le risque de commercialiser. La seule différence entre régie internalisée et régie externalisée, ça va être sur la phase d'exploitation finalement. C'est est-ce que la collectivité délègue l'exploitation du réseau. Mais en tout cas, en régie, en fonctionnement en régie, c'est bien la collectivité qui prend l'investissement et le risque. Et j'en profite d'ailleurs pour dire qu'à Morse, donc nous, on publie pas mal de publications, de guides. Il y a une publication qui sortira bientôt sur justement un guide de création d'une régie de chaleur. Et ensuite, sur les montages juridiques de délégation de services publics, donc là, on va avoir le cas de l'affermage, où finalement, c'est la collectivité qui va financer les investissements. Donc, c'est elle qui porte l'investissement. Par contre, ce n'est pas elle qui va porter le risque de commercialisation, puisqu'elle va déléguer ça à un fermier. Et enfin, le dernier montage, cette fois-ci, qu'on peut retrouver quand même assez souvent sur des réseaux de chaleur assez importants, où la collectivité n'a pas forcément les moyens d'investir. Donc, c'est un délégataire qui va assurer le risque, assurer l'investissement et également le risque de commercialisation. Voilà pour cette slide. Donc ensuite, la dernière question, ça va être de se dire qui est le gestionnaire du réseau de chaleur. Dans le cas d'une régie, qu'elle soit interne ou externe, ce sera donc la collectivité. C'est elle qui sera au contact des abonnés, qui va facturer la chaleur, etc. Et après, dans le cas d'une délégation service public, on a plusieurs options pour la société qui sera gestionnaire du réseau de chaleur, avec des schémas qui vont du 100% public au 100% privé. À noter, par exemple, le 100% public, ce serait la création d'une ESPL, une société publique locale, et en notant que dans ce cas-là, il n'y a pas de mise en concurrence nécessaire pour le choix de ce gestionnaire. Donc, si vous faites une SPL et que vous faites une DSP de type concession, ce sera la SPL qui remportera forcément la concession, le marché de concession. Et pour le reste, voilà, on peut faire une SEM, CEMOP, ou une SAS, etc. Ou alors du 100% privé, avec des opérateurs privés qui sont gestionnaires du réseau dans ce type de montage juridique, de mode de gestion. Et il me semble voilà, que c'était tout sur ces fondamentaux. Je suis allé assez vite, mais n'hésitez pas s'il y a des questions à me les poser ou même à revenir vers moi après le webinaire. Sachant qu'on vous adressera bien sûr toutes les diapositives et la présentation dans son ensemble, qu'il y a un certain nombre de publications effectivement disponibles à Amorce qui reprennent un peu tous ces éléments de façon plus détaillée. Je pense que tu as répondu à la question qui était posée dans le chat sur est-ce qu'un réseau urbain privé, entre guillemets, pouvait avoir à la fois un financement mixte privé et public. Alors, je réfléchis, mais un réseau de chaleur urbain technique, j'ai un doute quand même. Je reviendrai vers vous sur... Ouais. Voilà, le cas de figure semble rare, effectivement. Enfin, s'il est privé, bon, c'est peut-être pas impossible, mais je n'ai pas d'exemple en tête. Alors moi, je me permets de dire, en fait, un réseau privé peut faire un petit peu ce qu'il veut. Donc, il peut être tout à fait un réseau technique. Et pour autant, on peut avoir un réseau
porté par une SAS ou quelque chose et qui soit uniquement un réseau technique. Qui vendent pas de chaleur. Oui, Ouais. j'avais pas trop d'exemples, mais Mais en fait, une SAS, c'est typiquement, possible, mais bien sûr, on n'a pas souvent. non. Et j'en profite d'ailleurs pour compléter juste cette partie pour dire que donc nous, on accompagne de manière générale les collectivités dans le développement de réseaux de chaleur. On préconise en général donc de faire toute la phase d'étude d'opportunité, étude de faisabilité, en choisissant un bureau d'études ou un groupement de bureaux d'études qui a bien la compétence, des compétences juridiques, puisque l'étude de faisabilité doit être une étude à la fois technique, économique, mais aussi juridique. Il faut que l'assistant à maîtrise d'ouvrage puisse apporter un éclairage justement sur les différents montages juridiques possibles dans votre cas. Et puis, on ne serait pas tout à fait complet en disant qu'il existe aussi la possibilité d'adjoindre de l'investissement citoyen. C'est plusieurs réseaux qui se développent avec un modèle économique qui permet aux citoyens d'investir aussi dans le réseau. Et voilà, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a un certain nombre de cas assez significatifs de ce type de montage, y compris pour des réseaux techniques qui rassemblent plusieurs bâtiments publics. Donc voilà, on est aussi là pour vous indiquer la façon dont on peut impliquer les citoyens dans les financements des réseaux de chaleur. Du coup, je vous propose, s'il y a d'autres questions, on les posera à la fin, de recevoir le témoignage de la communauté de communes du Trièves, qui est justement une communauté de communes de petite taille, on va dire, un peu en zone rurale, et c'est un peu tout l'intérêt de ce témoignage, c'est de montrer que sur les territoires ruraux, il se passe des choses, et de voir aussi comment ça se passe. Et en l'occurrence, c'est donc le président de la communauté de communes, Jérôme Fauconnier, qui va nous expliquer comment il opère sur plusieurs communes de son territoire. Eh bien, merci. Effectivement, Jérôme Fauconnier, donc je suis président de la communauté de communes du Trièves. Le Trièves, c'est un territoire, un grand territoire, mais petit en nombre d'habitants, puisqu'on a 10 000 habitants. C'est un territoire de moyenne montagne, donc à la fois rural, très dispersé et de moyenne montagne, qui a comme particularité pour une communauté de communes de ne pas avoir de ville-centre. On a 3 gros bourgs, 2 gros bourgs, Monestier-Clermont et Mins, qui font 1500 habitants chacun. Et donc, au sud de Grenoble, on a 27 communes, on a 632 km². Comme vous le voyez, 15 habitants km², ce n'est pas voilà, les normes pour faire des réseaux de chaleur, mais voilà, on a quand même travaillé sur les gros bourgs pour voir ce qui était possible. Notamment parce que dans les années 2000, entre 2000 et 2010, on a participé à un plan d'excellence rurale, enfin le territoire a participé à un programme d'excellence rurale, et on l'a fait sur la forêt, à la fois pour valoriser la forêt qui n'est pas très riche, ce n'est pas du bois d'œuvre, c'est beaucoup de résineux de pas très bonne qualité, et puis également pour regarder dans un territoire de moyenne montagne comment on pouvait utiliser cette ressource. Donc, dans le cadre de ce programme, on a mis en place à la fois une plateforme bois, mais également aussi trois réseaux de chaleur, donc, dont 2 intercommunaux. Donc ça s'est passé avant la fusion de la communauté de communes du Trièves, qui est le fruit des trois gros bourgs, en fait, et de leur périphérie, la fusion des 3 gros bourgs et de leur périphérie, si bien que la communauté de communes du Trièves a hérité de 2 chaufferies-bois, une à Mins et une à Monestier-Clermont, que je vais vous présenter. Auparavant, un petit mot simplement sur le Trièves pour dire que ça rentrait dans une stratégie de transition écologique. On avait, avant cette fusion, une ingénierie conséquente, avec un syndicat d'aménagement du Trièves qui a permis qu'on soit le premier territoire rural labellisé Agenda 21 en 2004, de participer de rentrer dans un programme TEPOS en 2014 et de bénéficier donc du programme TEPCV en 2015. Dans cette stratégie de transition énergétique, le résidentiel est une grosse part, puisque c'est la moitié de nos dépenses énergétiques sur le territoire. Et donc, à la fois côté rénovation énergétique, mais également production d'énergie,
on a essayé de réfléchir, sachant que le bois énergie, c'est notre deuxième énergie renouvelable. On a enlevé la grande hydroélectricité parce que là, on serait nettement autosuffisant si on comptait les barrages qui sont sur notre territoire. Donc, on les a enlevés de notre démarche, mais le bois reste notre première énergie renouvelable si on enlève la grande hydroélectricité. Donc, sur la diapositive suivante, on a pris la compétence suite à la fusion donc, de l'ensemble des compétences qui étaient exercées par les structures fusionnées, dont cette compétence optionnelle, production, transport et distribution d'énergie calorifique à partir des réseaux de chaleur bois. Donc, on a 2 réseaux de chaleur, un à Minsk qui a 1500 habitants, un à Monestier-Clermont qui en a aussi 1500. Alors, vous avez une petite vue, hein, on reconnaît la piscine. Pour le reste, ceux qui ne connaissent pas le village ne reconnaîtront pas grand-chose. Mais je vous les présenterai. Il y a un certain nombre de bâtiments publics donc, qui sont reliés à ce réseau de chaleur dans une surface relativement restreinte. Voilà, donc pour présenter ces réseaux de chaleur, celui de Minsk, c'est un réseau qui a été mis en DSP, mais en affermage, c'est-à-dire que la collectivité, la communauté de communes de Minsk a souhaité gérer elle-même la construction et l'investissement. Donc, et ensuite a confié par affermage à la société ECHM, qui est celle qui, dans le secteur, hein, que ce soit sur le Vercors ou chez nous, gère les réseaux de chaleur pour les collectivités qui souhaitent les confier. Donc, il fait partie du groupe Veolia. Donc, on avait une DSP sur 12 ans à partir de novembre 2009. Et je vous expliquerai pourquoi. On est passé en mode régie il y a 2 ans. Donc, pour justement, enfin un peu plus d'1 an, pour un certain nombre de problèmes. On a pour ce réseau de chaleur 7 sous-stations, 2 privées, un EHPAD et un camping. La commune alors l'EHPAD n'est pas vraiment privé, hein, puisque c'est un établissement hospitalier. La commune avec la piscine et le vestiaire de foot, le département avec le collège, la communauté de communes avec crèche et école, et donc dans ces éléments, 2 saisonniers, la piscine et le camping. C'est une puissance installée donc, qui est souscrite, qui est de 1,6 kilowatts, non 1,6 MW, pardon. Et on a 2 chaudières, hein, 2 chaudières de 600 kilowatts et une de 1 MW au fioul. Donc, avec un réseau de 650 mètres linéaires, un réseau de chaleur de 650 mètres linéaires. Pour ce qui est de Monestier-Clermont, on a souhaité, puisque moi j'appartenais à la communauté de communes de Monestier-Clermont, dès le départ faire une DSP en concession. Donc on l'a confié à la société ECHM hein, en 2009 pour 20 ans avec 11 clients un peu sur le même mode, hein, qui sont groupés pareil dans une surface géographique assez limitée. Et c'est notre chance, hein, pour laquelle on a des établissements communaux avec un camping, une salle polyvalente, une piscine, une salle de judo, le département avec le collège et le gymnase, la communauté de communes avec un centre social, les 2 écoles, le restaurant scolaire et le groupe scolaire. Et puis, dans ces 2 clients, donc, il y a 2 saisonniers pour une puissance d'à peu près 1 MW, avec une chaudière de 500 kW au bois et 2 au fioul. Alors, comment ça s'est passé? En fait, pour les 2 DSP, on a rencontré quand même pas mal de difficultés. Je vous l'ai dit, les communautés de communes dont le Trièves est issu, donc étaient des toutes petites communautés de communes avec des moyens juridiques et techniques relativement limités. Et donc le suivi a été compliqué avec un manque de rigueur juridique et financier du délégataire, sachant que le délégataire techniquement est relativement correct, hein, mais par contre la structure Veolia qui suit tout ce qui est administratif derrière, pour elle, les chaufferies du Trièves sont vraiment quelque chose d'annexe. Donc, on s'est rendu compte, après un audit qu'on a demandé à une société spécialisée, donc, que les indexations n'étaient pas réalisées. La redevance de contrôle et le recouvrement du R24 n'étaient souvent pas faits ou avec des délais très importants, que lorsqu'il y avait des nouveaux clients ou à la demande de l'autorité délégante pour des changements dans les puissances souscrites, les avenants n'étaient pas réalisés. Et donc, on a mis en évidence à la fois de la part du délégataire un manque de rigueur, puis de la part de la collectivité un manque de temps dédié pour le contrôle en interne et pour vérifier que les obligations du délégataire étaient bien réalisées.
Et puis la deuxième, c'est que la deuxième difficulté qu'on a rencontrée également, c'est que le bois local est une bonne idée. Après, faire du bois local en plaquettes de qualité, à terme à la fois de granulométrie et puis de séchage, c'est extrêmement compliqué. Et la plateforme qui avait été pensée dans les années 2010 pour produire des plaquettes bois a finalement fermé. Et on se produit non plus localement, mais à distance, malheureusement. Deuxième type de difficulté, et qui est lié là encore, je pense, au type de choix qui a été fait à l'époque, la chaufferie de Mins qui était en affermage, donc, a eu des choix initiaux qui ont été discutables, on s'en est aperçu après, hein. Là aussi pour un manque de compétences techniques de la collectivité. Et donc on se retrouve avec une chaudière avec des problèmes importants à la fois sur le four, sur la vis sans fin, etc., avec un fabricant qui n'existe plus. Et donc, ça pose et ça a posé des problèmes importants. Par contre, il y a des avantages, hein, un tarif compétitif pour le client. En 2021, donc avant la crise de l'énergie, on avait un coût en dessous du coût de fuel qui était à peu près de 17% à 20% suivant les clients, hein, enfin on va dire de 10% à 20% suivant les clients, en dessous du coût qu'ils auraient eu avec une chaudière fuel. Et puis, naturellement, on s'en a aperçu en fin d'année, hein, un lissage des augmentations d'énergie qui est quand même très intéressant pour des collectivités comme les EHPAD, par exemple, ou même pour la nôtre, hein, en termes de coût d'énergie. Autre élément intéressant, c'est qu'on a réussi à avoir un fort taux de bois dans la production, 96% de bois pour la production d'énergie à Monestier-Clermont, 78% à Mins parce qu'avec les pannes répétées, on est forcé de faire tourner la chaudière fuel. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le délégataire a une équipe technique qui connaît bien la chaufferie et qui connaît bien son travail. Et c'est vrai que côté technique, on a eu peu de problèmes avec le délégataire. Donc, on a décidé de passer en régie sur Mins, hein, d'une part, pour mieux maîtriser les tarifs, puisqu'il va falloir qu'on change la chaudière. Donc, ça va être des coûts importants. Si on ne veut pas faire exploser les coûts pour les clients, on souhaitait pouvoir maîtriser ces coûts. Donc, et ça nous permet d'avoir un tarif de vente, après une étude qu'on a faite, de chaleur qui est quasi identique en régie qu'en affermage. On peut ainsi gérer la clientèle des abonnés en direct, ce qui est bien pour les abonnés, hein, et pour la lisibilité du service. Et puis, on souhaiterait pouvoir envisager à terme, hein, puisqu'on est toujours dans une délégation pour Monestier-Clermont, puisqu'elle se termine en 2029, donc avoir une harmonisation du service public et une harmonisation tarifaire, et de pouvoir monter en compétence dans ce domaine en bénéficiant du savoir technique du secteur privé. Donc, ce passage en régie s'est fait en 2022. D'autre part, ce qu'on souhaiterait faire, c'est pouvoir maintenir la performance du service avec des clauses incitatives, hein, qui peuvent être prévues au marché, notamment pour la maintenance technique, et puis pouvoir faire un plan pluriannuel d'investissement qu'on intègre dans les tarifs, voilà, en sachant que ça peut être intéressant de sortir de la DSP pour pouvoir mettre une mise en concurrence pour les charges d'exploitation. Donc, le passage en régie, c'est fait. Il est doté de la seule autonomie financière avec une cellule projet en interne à la collectivité. Cellule projet qui utilise des moyens internes, hein, avec des services techniques qui existaient déjà, un DGS qui existe bien sûr, services finance et services transition écologique. Et quand je dis service, hein, chacun de ces services, c'est au maximum 3 personnes, hein. Voilà, il y a à peu près une personne dans chacun des services qui connaît le dossier. Et avec le passage d'un marché avec CHM, hein, du groupe Veolia, pour la maintenance. Par contre, ça nous oblige bien sûr d'avoir un budget annexe et d'assujettir à la TVA. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près terminé la présentation. Je pense que pour des petits réseaux, on l'a entendu tout à l'heure, la DSP n'est pas simple, surtout en affermage. Et je pense que nos collectivités n'ont pas forcément les moyens de gérer la partie construction. Donc, c'est un modèle économique qui est complexe à trouver pour des délégataires qui ne sont pas très intéressés finalement, vu la taille des réseaux et vu l'investissement qui sont obligés de se faire. On l'a entendu tout à l'heure, il est
obligatoire de se faire accompagner, notamment sur le plan juridique, quelle que soit la forme qu'on choisisse, parce que je pense que c'est hors des compétences de nos collectivités, de pouvoir bien, de nos petites collectivités, de pouvoir bien, rédiger les documents soit de marché, soit de DSP dans ce domaine-là. Il faut une compétence à la fois technique et juridique et je pense que si, on a eu des soucis sur la chaufferie de Mins, c'est qu'à l'époque, la collectivité s'était jugée assez compétente pour, gérer elle-même la construction et puis ensuite, la DSP. Et puis si le choix se fait pour la DSP, je pense qu'il est mieux d'être en concession. Comme ça, le délégataire fait ses choix d'investissement. Sur mon essai Clermont, c'est le délégataire qui a choisi sa chaufferie, qui a choisi sa chaudière, qui a tout construit et honnêtement depuis, 2009, on n'a aucun problème technique. On a vraiment une différence pour nous, c'est un petit peu, une étude comparative. On a une chaufferie, qui a été, voilà, construite par la collectivité qui ne marche difficilement et une construite par le délégataire où là, on n'a vraiment pas de problème. Et enfin, la performance a été retrouvée avec la régie par rapport à la DSP en affermage, hein. Donc on a une plus grande facilité pour la collectivité, pour la gestion des clients du réseau de chaleur. Donc moi, je dirais de mon expérience qui est faible, hein, puisqu'on n'a que deux réseaux de chaleur, si on doit faire une DSP, il vaut mieux faire une concession, c'est-à-dire faire la DSP dès le départ. Par contre, si on ne fait pas une concession, je pense qu'il vaut mieux garder la régie et ensuite passer des marchés pour la maintenance. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère ne pas avoir été trop long. Eh ben, merci, Monsieur Fauconnier. Je pense que c'était intéressant d'avoir vos retours d'expérience, plus que vous avez pu expérimenter différents modes de gestion et on voit qu'effectivement, pour les tout petits réseaux chaleur, la DSP, c'est vraiment quelque chose qu'il faut regarder avec précision. Maintenant, il y a aussi la possibilité de faire des contrats et des marchés globaux de performance. Voilà, il y a plein d'autres modalités qui permettent de s'assurer de la performance des réseaux de chaleur. Et c'est beaucoup ce que font les syndicats d'énergie, hein, qui portent même parfois la compétence pour le compte de collectivités. Ils utilisent beaucoup ce véhicule de marchés globaux de performance, mais tout est possible en ça, tous les acteurs qui sont autour de la table aujourd'hui peuvent vous accompagner pour vous conseiller au mieux. Et je pense que c'est vraiment un des messages que je retiens de votre intervention, c'est qu'il faut des moyens internes, certes, mais en tout cas, qu'il est important de garder la maîtrise de ce qu'on fait et d'avoir le bon accompagnement derrière pour le gérer. Il faut également, j'ai oublié d'en parler, mais il faut également pour le contrôle, je pense, se faire accompagner. C'est-à-dire que voilà, la mise en concession ou la mise en DSP, etc., une fois que c'est fait, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que nous sommes incapables en interne d'assurer un contrôle correct de la réalisation de la DSP. Et donc, on se fait aussi accompagner pour le contrôle de la DSP. Très important également, effectivement. Il y avait une question dans le chat, c'est est-ce que vous envisagez à terme d'aller démarcher d'autres clients, y compris des clients privés, logements, sachant qu'il y a voilà, maintenant des possibilités d'extension potentielle ou de densification? Alors, c'est quelque chose qu'on avait envisagé au départ. Pour l'instant, en interne, on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas les moyens techniques de porter un projet de ce type-là. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le délégataire n'est pas vraiment intéressé à démarcher d'autres personnes. Pour lui, voilà, si ça fonctionne et qu'il n'a pas trop d'investissement à faire, ça le satisfait. Je pense que pour le délégataire, c'est aussi, voilà, c'est pas forcément des projets très intéressants sur le plan de la rentabilité. Entendu. Eh ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions sur votre intervention, je vous propose qu'on passe à la suite à peut-être une question. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur le territoire? Alors effectivement, il y a des, chaufferies bois privées, communales, hein, c'est-à-dire, voilà, des chaufferies techniques, hein, mais qui sont financées par la commune et qui chauffent que les bâtiments de la commune.
Et puis, on a également un projet éventuellement sur une maison de retraite et la mairie de Monnier-Clermont, là aussi avec une proximité. Et là, si on le fait, on le fera également avec un bailleur social, puisqu'il y a une dizaine de logements qui seraient intéressés. Donc ça, c'est les projets qu'on a pour les 2-3 prochaines années. Très bien. Merci. Je vais enchaîner puisque le temps tourne contre nous. Pour vous présenter rapidement l'outil Terristory, qui permet de planifier un peu le développement des réseaux de chaleur à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes, et qui a été développé dans le cadre du projet européen RES-DHC. Et donc, je vais vous présenter rapidement le projet RES-DHC, qui est un projet européen dans lequel on est partenaire, qui vise la conversion des réseaux de chaleur et de froid vers les énergies renouvelables, donc de la décarbonation des réseaux de chaleur, en se fixant comme objectif la directive RED 2 qui vise à développer de 1% par an les ENR dans les réseaux de chaleur. Donc, un projet qui a mobilisé 15 partenaires sur 6 pays et un budget de 1,5 million d'euros et qui se termine en août de cette année. Voilà, on avait plusieurs cas d'études, dont la France avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et des approches à la fois organisationnelles, donc à l'échelle plutôt régionale, et puis une approche plus dédiée à des réseaux ou à des opérateurs sur la ville de Graz, par exemple en Autriche, en Pologne, et puis sur l'Italie, les réseaux d'Aoste et de PAM, avec un support technique apporté par les experts de Danish House of Energy, donc les Danois, qui ont évidemment beaucoup de recul par rapport au développement des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur. Et c'est ce qui nous a intéressés. Donc, les partenaires en France, c'est Aura2E et le CEA. On a mis en place un programme d'action qui vise à mettre en place une animation régionale sur les réseaux de chaleur, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions et il y a beaucoup d'acteurs à emmener dans cette dynamique-là. Et il nous semble important qu'il y ait cette animation qui soit faite pour que tout le monde soit dans le même bateau et aille dans la même direction, y compris les acteurs publics et privés. Et puis, là, besoin de planification à tous les niveaux avec des outils qu'on a développés, Terristory, et NRSIM, qui est un outil du CEA qui permet de simuler des comportements de réseaux de chaleur avec plusieurs productions d'énergie renouvelable en parallèle. Et puis, on parlait de monter en compétence des acteurs et aussi de renforcer l'ingénierie dans les collectivités. On voit bien, il y a un vrai besoin. Elle peut se faire à différents niveaux. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Mais en tout cas, il faut qu'on maintienne un niveau d'implication important de la sphère publique pour apporter des solutions durables. Et enfin, un axe sur l'amélioration des modèles économiques, à la fois des énergies renouvelables thermiques et du stockage, notamment en faisant usage du dispositif des certificats d'économie d'énergie quand c'est possible, et améliorer la performance de ces dispositifs d'accompagnement et de financement. Voilà, alors l'outil Terristory, c'est un outil qui est développé depuis quelques années, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans 5 autres régions, et qui est développé par un consortium dont Aura2E fait partie. C'est un outil en ligne qui est gratuit, qui est open source et qui a 4 grandes fonctionnalités. C'est de la visualisation de données énergétiques, notamment indicateurs, équipements sur votre territoire, des analyses territoriales qui vous permettent de suivre l'évolution, par exemple, des émissions de gaz à effet de serre, de faire des simulations de stratégie territoriale, un plan climat, un territoire à énergie positive,
voilà, vous rentrez les actions que vous avez commandées, vous regardez in fine comment ça impacte votre territoire en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, en termes d'emploi et en termes aussi économiques. Et puis, ça vous permet de créer d'éditer des tableaux de bord qui permettent de rendre compte de tout ça, évidemment. Donc voilà, vous avez une visualisation de plusieurs sujets sur l'outil, qui sont disponibles déjà sur l'outil Terristory, soit par exemple des données cartographiques sur la facture énergétique par habitant, là c'est ce qu'on voit, ce que j'ai choisi, l'évolution des émissions de gaz à effet de serre dans le temps, les installations de géothermie par exemple qui se déploient sur Auvergne-Rhône-Alpes, et puis après des projections territoriales qui sont faites en fonction des actions que vous allez implémenter dans l'outil et dont vous avez la main évidemment, et aussi des diagrammes de flux qui permettent de percevoir qu'est-ce qui sort et ce qui rentre de votre territoire en termes de consommation de ressources énergétiques que vous mobilisez. Donc ça, c'est l'outil Terristory. Et dans le cadre du projet RSDHC, on s'est servi un peu des données qu'on avait sur le territoire pour développer un volet sur les réseaux de chaleur. Donc, on a sur notre base de données 240 réseaux de chaleur. On a vu qu'il y en avait 190 qui étaient recensés sur notre territoire par l'enquête nationale, et dont on a 184 réseaux de chaleur qui sont cartographiés et qui sont maintenant disponibles en visualisation sur l'outil. Et l'objectif, c'était de partir de là et d'identifier les potentiels de verdissement, de création ou d'extension de réseaux de chaleur. C'est un peu le pendant régional de l'étude qui a été menée par Manergie et que vous avez la possibilité d'exploiter avec évidemment des outils qui existent déjà au niveau européen et qu'on essaye de recontextualiser dans le contexte d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et ça nous permet également de visualiser quels sont les potentiels de NR thermique, le solaire, la géothermie, la chaleur fatale et les besoins de chaleur. Et tout ça en faisant des analyses territoriales, ça nous permet d'avoir un certain nombre d'éléments. Les réseaux de chaleur, on a des données qui sont localisées, qui sont des données de production, longueur, puissance, énergie délivrée, les tracés linéaires s'ils sont disponibles. On a, comme l'a fait Manergie pour son étude, utilisé les données du CEREMA pour calculer les besoins résidentiels et ou tertiaires à l'échelle d'une grille de 100 mètres de côté, et puis des besoins industriels qui, eux, sont recensés qu'à l'échelle communale. Et puis, on avait des données qui sont disponibles, soit par des études qu'on a nous-mêmes menées, soit par des études notamment du BRGM sur le potentiel de géothermie de surface, sur sonde et sur nappe, sur le potentiel solaire thermique à l'échelle de la commune et les productions de bois énergie disponibles. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a un outil cartographique qui nous permet de regarder de façon plus fine à l'échelle d'un territoire. Là, il s'agit de l'accord. Quels sont les besoins de chaleur qui sont disponibles de couvrir sur un territoire. Et puis, on peut superposer du coup les réseaux de chaleur existants et voir quelles sont les potentialités de développement pour aller chercher des besoins de chaleur à aller couvrir. Donc là, c'est le cas de Saint-Étienne métropole, où on voit qu'il y a encore des besoins de chaleur importants à les couvrir via des réseaux de chaleur. Ça nous permet aussi d'identifier si à proximité, il y a des ressources renouvelables à aller mobiliser. Ici, c'est le réseau de chaleur de Faverges, où on voit qu'il y a un réseau existant et qu'à proximité, les zones bleues, c'est des zones où il y a un potentiel identifié assez fort de géothermie sur nappe, ce qui peut permettre éventuellement de faire un développement ou d'aller chercher cette ressource-là.
Donc, voilà actuellement les développements qui sont disponibles pour tout un chacun. Après, on a aussi envie, on est encore en train de travailler sur cet outil avec des pistes d'évolution qui sont de pouvoir à la fois superposer ces différentes couches, les réseaux existants, les besoins de chaleur et les potentiels ENR. Donc ça, c'est un aspect plus de convivialité de l'outil. De visualiser les potentiels solaires thermiques sur les délaissés et les parkings qui seront soumis à solarisation avec la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, donc les parkings de plus de 10 000 m². Le potentiel d'énergie fatale qui pour l'instant n'est pas disponible, mais on travaille très étroitement avec le CEREMA qui a aussi des modèles de calcul sur ce type de ressources. Et puis, un outil de calcul d'une densité thermique de besoin, soit linéique, soit linéaire, soit sur un tracé, soit sur une surface. Donc là, il y a des outils, voilà, des fonctionnalités qui pourraient être ajoutées dans les mois à venir qui vous permettraient de savoir à quelle échelle, quelle est la consommation d'énergie thermique sur un linéaire ou sur une surface. Voilà, j'en ai terminé, moi, de mon intervention. Je regarde rapidement s'il y a des questions. Oui, je vois qu'il y en a. Alors, attendez. L'outil permet de connaître les exploitants des réseaux. Alors, non, pas directement. Les données sont pas publiées pour le moment. Il faut voir le caractère public de cette donnée, mais ça pourrait être envisageable. Et puis, par contre, on a un certain nombre de données sur ce sujet-là. Voilà, je propose que Quentin prenne le relais. Je regarde s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, je propose que Quentin vous présente le service d'accompagnement des territoires au développement des réseaux de chaleur, un autre volet aussi important que le volet visualisation et conception et visualisation des données énergétiques. Quentin, est-ce que tu veux prendre la parole, s'il te plaît? Oui, bien sûr, tout à fait. On l'a vu, de toute façon, les réseaux de chaleur, il y a un grand intérêt à les développer. Il y a des objectifs ambitieux et tout le travail reste à faire sur pas mal de villes qui encore sont dépourvues de réseaux de chaleur, alors qu'aujourd'hui, on sait que quasiment toutes les villes de plus de 2000 habitants pourraient avoir un réseau de chaleur, au moins dans le centre-bourg, hein, même s'il est tout petit. Et on a vu aussi qu'en fait, un des freins principaux, ça va être souvent le manque de moyens humains pour prendre le temps de développer ce type de projet. Et donc, en fait, Amorce et le CEREMA animent une mission d'accompagnement et de sensibilisation des collectivités qui n'ont pas encore de réseau de chaleur pour les aider à lancer des études. L'origine de cette action, c'est le groupe de travail qu'on appelle Vargon, GT Vargon, qui a eu lieu en 2019 et qui avait pour objectif d'élaborer un plan d'action pour accélérer le développement des réseaux de chaleur et de froid. Donc là, d'ailleurs, dans la présentation, vous aurez le lien vers le dossier de presse où vous retrouvez en fait les 25 actions qui visent à accélérer ce développement. L'action numéro 1 était logiquement donc de sensibiliser et d'accompagner des collectivités de plus de 10 000 habitants, comme je l'ai dit, pour initier des projets de réseaux de chaleur. Cette action, on la mène donc depuis fin 2019 et elle a été renouvelée tous les ans. Et depuis cette année, on va même ouvrir en fait le champ des collectivités qu'on peut accompagner aux collectivités de moins de 10 000 habitants, puisqu'en fait, on le voit bien, il y a un potentiel de réseau de chaleur aussi sur ces territoires-là. Donc, en fait, c'est une mission qui est portée par Amorce et le CEREMA. On a fait une répartition géographique. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Amorce, donc c'est nous qui nous occupons d'assurer cette mission. Je vous ai mis les contacts à chaque fois, donc ne pas hésiter à nous contacter si vous êtes dans cette
réflexion pour le développement d'un projet de réseau de chaleur. L'accompagnement, il est personnalisé, c'est-à-dire que vraiment, on s'adapte aussi en fonction des besoins de la collectivité, de la phase où elle en est dans les étapes pour le développement du réseau de chaleur. C'est un accompagnement qu'on propose gratuitement, puisqu'en fait, il est cofinancé par Amorce, le CEREMA et l'ADEME. Donc vraiment, ne pas hésiter à nous solliciter, on est vraiment disponible pour vous aider. Donc je rappelle l'objectif, hein, c'est d'apporter des connaissances déjà sur les réseaux de chaleur, acculturer les élus, mais aussi les services techniques, et surtout, à la fin, permettre le déclenchement d'études de faisabilité. Après, il peut y avoir potentiel ou non, c'est ce que montreront les études. En plus, ces études, on va le voir après avec la présentation de Lorraine, c'est beaucoup aidé. Enfin, le pourcentage d'aide est important, donc vraiment, le reste à charge pour la collectivité reste assez faible. Donc, on pousse vraiment à lancer des études dès lors qu'il n'y a pas de réseau de chaleur ou qu'il n'y a pas eu d'études préalables. Et en termes de contenu, donc comment se concrétise cet accompagnement? En général, on va faire une présentation ou plusieurs présentations sur les fondamentaux des réseaux de chaleur et de froid, des éléments techniques, juridiques, un peu économiques, des retours d'expérience. Enfin, voilà, on répond à l'ensemble des questions que vous pouvez avoir sur cette thématique, avec la mise à disposition d'un guide rédigé par Amorce, l'élu et les réseaux de chaleur, qui reprend un peu tous les éléments. Donc cette présentation, également, on propose un exercice de simulation cartographique qu'on verra juste après en images, pour estimer. Alors, on n'est pas un bureau d'études, nous, on ne remplace pas ce travail-là, on ne fait même pas une étude d'opportunité, on pourrait appeler ça une pré-étude d'opportunité, juste pour estimer un peu le potentiel. Finalement, ça se rapproche un peu de du schéma directeur de Manergie. C'est vraiment estimer globalement la densité thermique, c'est-à-dire à quel point les consommations de chaleur sont proches les unes des autres et pourraient donner lieu à un réseau de chaleur. Donc, c'est ça le travail qu'on va faire sur 2 heures à peu près avec vous pour estimer ce potentiel et faire un premier tracé. Voilà, c'est ce qui apparaît ici. Par exemple, je ne sais plus sur quel territoire c'était, mais on va chercher les consommateurs structurants d'un réseau de chaleur. Donc, typiquement, on les a un peu évoqués, hein, mais c'est des écoles, c'est des logements collectifs, des piscines, etc. Et donc, on va estimer les consommations en première approximation pour obtenir la densité thermique. Ici, qui est de 1,5, sachant que la densité thermique, pour rapidement réexpliquer ce que c'est les consommations annuelles divisées par la longueur du réseau qu'il est nécessaire pour relier tous ces consommateurs. Et donc, ça donne un indicateur en mégawattheures par an par mètre linéaire. Et s'il est au-dessus d'1,5, en général, enfin, il est communément admis que c'est pertinent de lancer un réseau de chaleur. Donc, c'est ce travail-là qu'on peut vous proposer. Et la dernière chose, enfin, c'est pas les seuls, mais en tout cas, c'est les principaux services qu'on peut vous proposer. C'est aussi donc de vous aider à élaborer le cahier des charges pour des études préalables à la création d'un réseau de chaleur. Donc, c'est-à-dire études d'opportunité et études de faisabilité. Études d'opportunité, c'est là où vous allez avoir plusieurs scénarios par votre assistant à maîtrise d'ouvrage pour plusieurs scénarios de développement de réseau de chaleur. Puis ensuite, l'étude de faisabilité, c'est la phase 2 où vous allez choisir un ou plusieurs scénarios à creuser, comme je l'ai dit, sur le plan technique, économique, mais aussi juridique. Et après, il y a une troisième phase aussi, d'ailleurs, dans ce modèle de cahier des charges qu'on vous fournit, qui est de mise en œuvre du réseau. Donc, c'est le choix ensuite du montage juridique, soit en concession, soit en régie ou voilà, c'est ça, une délégation de service public ou régie. Et un petit mot rapide donc sur le bilan de cette action avec le CEREMA. On a à ce jour fait 124 accompagnements vraiment finalisés, c'est-à-dire qu'on a pu vraiment aller au bout de l'accompagnement. Et aujourd'hui, à ce jour, on a 48 territoires qu'on a accompagnés qui ont lancé des études. Donc, ça fait quand même un taux de réalisation qui est assez intéressant, sachant que d'autres vont sûrement venir, puisqu'il y a toujours un délai forcément entre la phase d'acculturation et la phase de lancement des études. Et voilà, on avait noté qu'il y avait aussi des demandes de la part de collectivités de moins de 10 000 habitants, d'où le fait qu'aujourd'hui, on ouvre et on s'adresse à tout type de collectivité.
Voilà en très rapide l'action qu'on mène sur Auvergne-Rhône-Alpes et donc faut pas hésiter à me contacter ou mon collègue Rémi Cayotte, tous les coordonnées sont dans le diapo. Eh bien, j'ai une question tout de suite de la GEDEN qui porte ou qui anime un contrat chaleur renouvelable et qui pose la question, est-ce que c'est pas le rôle aussi des acteurs comme les agences locales de faire ce travail? Je te laisse répondre et puis peut-être que Lorraine aura un petit complément de réponse. Ouais, effectivement, on n'est pas les seuls. L'idée, c'est que nous, on vient encore compléter, parce on le voit, il faudrait, limite, il faudrait beaucoup plus de gens comme nous, comme ceux qui travaillent aussi dans les ALEC pour aller, vendre, le principe des réseaux de chaleur et donc on travaille en relation aussi avec ces animateurs locaux qui, en plus, souvent connaissent déjà bien le territoire et peuvent, avoir une vraie valeur ajoutée pour promouvoir ça. Mais donc du coup, il y a des animateurs locaux en ALEC, mais il y a aussi donc les animateurs des contrats de chaleur renouvelable avec qui on travaille, les animateurs, bois énergie, heu, qui tendent à devenir même animateurs maintenant chaleur renouvelable au global, donc plus seulement bois énergie et dans chaque région, il y a aussi les animateurs, géothermie, Nicolas justement, en l'occurrence, sur Auvergne-Rhône-Alpes. Donc on travaille bien avec, tous ces animateurs locaux et il ne faut pas hésiter effectivement à s'adresser à chacun d'eux, voilà. Bien. Lorraine, si tu veux aussi en dire un Oui. petit mot ou est-ce que Bah, je tu... peux compléter et enchaîner, sauf s'il y a d'autres questions, mais enfin, j'allais répondre de manière logique la même chose que Quentin, à savoir, bon voilà, ça c'est les visites à domicile, c'est une démarche qui a été lancée au national, mais en fait, avant de choisir un territoire pour, enfin une commune auprès de qui réaliser ce genre de visite, il y a toujours une concertation avec les acteurs locaux et notamment les animateurs des contrats chaleur renouvelable, dont je vais parler juste après. Donc, désolée si pour certains c'est encore un peu obscur, je vais en expliquer le principe juste après. Et si le travail est vraiment déjà fait par l'animateur contrat chaleur renouvelable ou en cours, et qu'on juge que c'est pas pertinent que Amorce vienne contribuer, ben, ce sera pas là-dessus, ce sera pas sur cette commune-là que Amorce sera mobilisé. Donc, en gros, on considère que c'est, enfin, autant additionner les forces, quoi. Mais en tout cas, c'est une bonne remarque et justement, je tiens à dire qu'on travaille avec l'ADEME là pour cette année aussi travailler, de manière plus, en termes de coordination, c'est-à-dire, être en relation avec les animateurs locaux, mais en fait, leur permettre, une montée en compétences, une forme de formation et aussi, d'outillage, comme puisque nous en interne à Amorce, on a quand même pas mal de ressources. C'est pouvoir, en faire bénéficier tous les animateurs locaux et finalement, prend une position moins de front, par rapport aux collectivités, mais venir en relais, en appui auprès des animateurs locaux. Donc c'est vraiment effectivement, on y travaille et on va tendre sûrement vers ça, pour laisser les animateurs locaux finalement faire ce travail de «prospection» entre guillemets auprès des collectivités. Voilà. Eh bien, oui, je pense qu'effectivement, pour ceux qui connaissaient pas cette démarche, il faut voir qu'elle a été lancée suite au groupe de travail Vargon, donc au national, avec en parallèle le développement des contrats à chaleur Mmh. renouvelable qui émergeait à l'époque, hein. Donc maintenant, il faut qu'effectivement tout cela se coordonne, mais je suis persuadé, pour connaître les uns et les autres, que ce se fera en très bonne intelligence. Je laisse du coup la parole à Lorraine pour le fonctionnement du fonds chaleur. Merci. Et oui, c'est bien ça, aujourd'hui, enfin, les visites à domicile, il y a aussi des territoires qui n'ont pas encore de contrat chaleur renouvelable, donc sur lesquels il n'y a pas un animateur, aussi dédié, ou identifié que les animateurs des contrats chaleur renouvelable. Donc enfin, je pense que l'ADEME, peut-être qu'il faut qu'on refasse un point d'information sur l'existence de ces visites, auprès des animateurs des contrats chaleur renouvelable. Là, je réponds à Anne Forêt, dans le chat. Hem Mais si elle n'en a pas connaissance, c'est que probablement il n'y a pas eu de démarche parce que justement il y a le CCR, qui assure ce rôle sur le territoire. Voilà. Hem
Donc voilà, cette dernière partie, c'était juste pour finir sur les aides au financement aussi des projets. Bon, voilà, je ne vais pas forcément présenter très longuement l'ADEME. Je trouvais ça intéressant de remettre la mission de l'ADEME, c'est d'accélérer le passage vers une société plus sobre et solidaire, créatrice d'emplois, plus humaine et harmonieuse. Je ne lis pas l'ensemble des thématiques sur lesquelles l'ADEME travaille, mais c'est pour resituer un projet de réseau de chaleur. En fait, ça s'ancre dans une politique globale de transition écologique, faut pas l'oublier, et ça y répond sur plusieurs aspects. Peut-être si vous voulez repartir avec un petit ratio clé que j'aime bien donner, si on prend un réseau de chaleur qui est alimenté, par exemple au Bois Énergie, qui va desservir 300 à 500 équivalents logements, donc déjà un réseau de chaleur moyen. On peut dire en général que ça va permettre la création d'un emploi local par rapport à la filière bois, et que ça permet d'éviter les émissions de gaz à effet de serre équivalent de ce que les tonnes de CO2, c'est pas toujours parlant, mais j'avais fait le calcul de 150 Français moyens qui roulent tous 12 000 km par an. Voilà. Donc c'est un impact réel. Donc je viens au sujet de cette dernière présentation, à savoir le fonds chaleur. Donc le fonds chaleur, en fait, c'est l'outil de financement qui existe pour la chaleur renouvelable, qui est géré par l'ADEME. Concernant les réseaux de chaleur, en fait, le fonds chaleur, il va subventionner d'une part les études, donc tout ce qui est études d'opportunité, de faisabilité et les schémas directeurs des réseaux de chaleur. Donc quand on étudie les possibilités d'extension ou d'évolution d'un réseau. Et il va aussi aider les investissements. Donc une aide à l'investissement à la fois sur les moyens de production de chaleur renouvelable et de récupération qui vont venir, qu'on a cité plusieurs fois, et qui vont venir alimenter ces réseaux, et à la fois une aide au réseau lui-même. Ces aides à l'investissement sur tous les petits et moyens projets jusqu'à 20 gigawattheures, donc on va dire l'équivalent de même un peu plus de 2000 équivalents logements. Ça fait déjà une grosse partie des projets qui ont été identifiés dans le schéma directeur France, par exemple. On est sur des aides forfaitaires, donc il y a une bonne visibilité des niveaux d'aide qui peut être calculée. Et sur les études, on est sur un pourcentage des montants, donc jusqu'à 70 pour toutes les communes petites et moyennes, c'est 70 Après, on est limité par des encadrements européens des niveaux d'aide, donc ça peut être 60 sur une grosse communauté d'agglomération. Et je voulais juste te dire que donc le fonds chaleur, à l'origine, avant qu'existent ces fameux contrats chaleur renouvelable, donc il était distribué en direct par l'ADEME qui suivait les projets. Et désormais, donc on développe ce qu'on appelle des contrats chaleur renouvelable. Donc je vais passer sur la slide suivante. Donc le contrat chaleur renouvelable, c'est pas la peine de retenir en détail le schéma, mais en gros, c'est juste l'ADEME qui va déléguer une enveloppe du fonds chaleur à un opérateur territorial. Donc là, il y en a plusieurs qui sont présents aujourd'hui à ce webinaire. Donc ça peut être un EPCI, un regroupement de PCI, un syndicat, une agence de l'énergie. C'est un petit peu incomplet, voilà la slide, qui lui va jouer ce rôle de l'ADEME pour faire, animer le territoire sur le plan de la chaleur renouvelable, et donc en particulier aussi les réseaux de chaleur, mais aussi l'ensemble de la chaleur renouvelable, en fait, y compris les solutions qui sont sur site, sur bâtiment, et qui va attribuer les aides, suivre les projets, et voilà, l'ADEME reste présent, mais un peu plus éloigné. Et ça nous permet en fait d'aider tous les petits projets qu'avant on ne pouvait pas aider en direct parce qu'on avait des seuils, et puis d'aider aussi de massifier en fait la transition écologique et le développement de la chaleur renouvelable.
Donc je vais passer à la slide suivante juste pour montrer sur la région. Là, la région désormais, elle est, voilà, la couverture, par ce type de contrat, a beaucoup augmenté, sur les dernières années et aujourd'hui, on vise à ce que, fin 2023, ce sera, plus de 90 de la population qui sera couverte. On n'était pas à ces niveaux-là, même, rien que fin 2020-2021. Donc là, c'est la carte, qui montre, sur l'ensemble de la région, toutes les zones qui sont, couvertes ou qui le seront bientôt, avec, les opérateurs, en question. Je vais mettre dans le chat aussi, le lien d'un petit applicatif, enfin, en ligne, un outil en ligne sur lequel on peut voir si, notre commune est couverte et si oui, avoir le contact de la personne, pour, ce territoire. Et donc, en fait, finalement, bon, l'ADEME peut rester une porte d'entrée, hein, bien sûr, même si votre territoire est couvert, mais la porte d'entrée principale, ça devient, tous ces animateurs de contrats, chaleur renouvelable. Voilà, j'en ai fini. J'ai quand même mis, les contacts, côté ADEME et donc comme je disais, je mets dans le chat le lien pour savoir, pour connaître les contacts, au niveau des contrats chaleur renouvelable qui seront, les opérateurs plus locaux et je vous remercie. N'hésitez pas en cas de questions. Merci Lorraine de ta concision et de ta précision. On voit qu'effectivement, entre 2022 et 2023, l'ADEME a mis les bouchées doubles pour couvrir les territoires de ces contrats-là, qui permettent à des territoires de disposer d'animateurs locaux, et c'est très bien que cette ingénierie soit là et à disposition. Il faut maintenant couvrir l'ensemble du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et tu nous as mis le Voilà. petit applicatif dans le chat qu'on pourra peut-être glisser aussi dans la Ouais. présentation. Et une question de Pascal Guyon. Le fonds chaleur peut-il aussi intervenir sur le renouvellement de matériel, chaudière, d'un réseau existant et comment, en sachant que l'évolution technologique est évidemment à considérer? Je te Mmh. laisse répondre parce que je crois que tu as la réponse, Ouais, hein. tout à fait. Oui, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Auparavant, ce n'était pas le cas et là, depuis, l'année dernière, on peut désormais couvrir, tout ce qui est renouvellement de chaudières bois. Alors il y a des conditions, il faut qu'elles soient en fin de vie, voilà, il y a des forfaits qui vont aider davantage si, au-delà de renouveler, on fait une chaudière un peu plus grosse et qu'on a aussi un projet d'extension du réseau de chaleur, par la même occasion. Mais en tout cas, le renouvellement des chaudières bois est désormais, aidé et par rapport au réseau, donc l'ADEME, la philosophie du fonds chaleur, c'est quand même d'avoir une aide qui incite à, produire des nouveaux mégawattheures d'énergie renouvelable de récupération, enfin qu'il y ait une production supplémentaire. Donc il n'y avait pas l'aide au renouvellement pur du réseau, qui existait jusqu'à très récemment et maintenant, alors c'est une aide au renouvellement à condition d'avoir des augmentations de diamètre. Donc quand on a des projets où on renouvelle du réseau, en ayant une optique de desservir davantage de bâtiments, et ou d'abaisser les régimes de température pour aussi avoir une meilleure efficacité, s'adapter à un nouveau parc de bâtiments et puis, du coup ça implique des augmentations de diamètre de réseau. Là, il y a des aides aussi, forfaitaires, qui existent, désormais. Voilà. Bonne nouvelle. Des aides, qui existent, pas forcément forfaitaires, mais, voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer à la conclusion. Du coup, vous avez vu qu'on met tout en œuvre en termes de conseils, d'expertise, de moyens financiers pour vous lier jusqu'au bout d'un projet de réseau de chaleur. Une petite ouverture, effectivement, sur une actualité récente, hein, c'est que le club de la chaleur renouvelable a édité un plan Marshall sur la chaleur renouvelable. C'est pas pour rien, c'est que c'est aussi un peu la chaleur renouvelable, l'oublié de toutes les politiques nationales, européennes, en termes de transition énergétique, alors que c'est fondamental. On l'a vu tout à l'heure, 50% des besoins, c'est de la chaleur et du froid.
Je reviens sur une des questions qui m'avait été posée. Est-ce que on a les mêmes données sur le froid? Ça reste embryonnaire à ce stade dans le cadre de l'outil Théristory qu'on a développé. Par contre, il y a des outils qui se développent et avec lesquels on espère collaborer via le CEREMA qui pointent bien qu'il n'y a pas que les réseaux de chaleur, il y a aussi les réseaux de froid ou les boucles d'eau tempérées. Et tout ça, ça dépend évidemment des besoins qu'on a à raccorder. Donc voilà, c'est des choses qu'on regarde de plus en plus. Toujours est-il que donc ce plan Marshall, il vise à mettre des objectifs ambitieux pour la future PPE, donc on en a évoqué tout à l'heure, à la fois des actions qui sont proposées en faveur des réseaux de chaleur, en faveur des filières énergétiques thermiques, renouvelables et de récupération. Et puis, un objectif de renforcement progressif des moyens financiers et des moyens humains pour les collectivités, pour les territoires, qui est appelé voilà, des vœux de la part des acteurs de ce secteur et qui permettrait du coup d'obtenir un mix énergétique sur le volet chaleur de 80% d'énergie renouvelable et de récupération à l'échelle 2035, tout en triplant finalement la capacité de production des réseaux de chaleur. On a vu que voilà, on pouvait doubler facilement d'ici 2030 et donc voilà, il y a des enjeux vraiment très forts qui se jouent avec notamment le gouvernement, les ministères pour aller porter l'ambition aussi fort que possible, sachant que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus économique dès qu'on peut de mutualiser les moyens de production à l'échelle d'un quartier, un nouveau quartier qu'on construit notamment, que de gérer ça à l'échelle d'un bâtiment ou d'un logement. Et donc, il y a vraiment un besoin fort de sensibiliser tous les acteurs à ce sujet-là et de planifier au maximum les enjeux énergétiques dans les PLU, dans les SCOT. Et peut-être que ça sera un des sujets de discussion d'un futur webinaire qu'on pourra vous proposer à la rentrée. En tout cas, on espère voilà, continuer à alimenter ces réflexions. Et on vous enverra aussi le lien pour le replay si vous avez besoin de partager un peu ce que vous avez vu aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on en reste là ce matin et je vous remercie tous. Je remercie chaleureusement nos intervenants et je vous donne donc rendez-vous à très bientôt pour d'autres sujets qui sont liés au développement des réseaux de chaleur.